High-speed strength shortening cycle exercises as a strategy to provide eccentric overload during resistance training. Donc, on se retrouve pour une revue informelle d'études, et en l'occurrence, c'est une étude que je trouve assez intéressante parce qu'elle peut permettre de faire en sorte de rendre accessible l'entraînement en overload excentrique, donc en surcharge excentrique, pour le commun des mortels. Et pourquoi c'est important? Parce que normalement, il faut utiliser un matos particulier, etc. Enfin, c'est ce qu'on dit. Et moi, d'un point de vue mécanique pur, physique pur, je recommandais depuis un petit moment de faire en fait de l'excentrique rapide. Donc, c'est-à-dire, on avait quelques petits résultats préliminaires, hein, j'étais pas fou, mais pas des trucs non plus incroyables. Et là, même là, cette étude-là n'est pas non plus. Voilà, enfin, je vais détailler un peu plus tard, mais grosso modo, ça consistait simplement à dire, en gros, si on descend plus vite, si on essaye de descendre vite, accompagner le mouvement de la barre, en fait, accompagner le mouvement de la gravité, et qu'on freine en toute fin de mouvement, pour repartir après dans l'autre sens, alors on aura une surcharge excentrique sur une partie du mouvement, parce qu'on va devoir encaisser beaucoup d'énergie sur peu de temps. Un petit peu comme une chute finalement, hein, pour t'imager. Pourquoi est-ce que tu te pètes la jambe si tu chutes de très haut, enfin du troisième étage, tu vois, ou du deuxième étage, sinon je pense que troisième tu meurs, mais du deuxième étage, on va dire, tu te pètes la jambe, parce que tu rencontres le sol qui est dur, et comme le sol est dur, eh bien le temps d'impact est très réduit, donc tu dois absorber beaucoup de force en peu de temps. À l'inverse, si tu fais la même chose, que tu sautes du deuxième étage, mais sur un truc très mou, genre un tapis extrêmement mou, eh bien le temps de contact va être très lent, et du coup tu vas avoir beaucoup plus de temps pour absorber l'impact, et peut-être que tu vas sentir un choc, mais ça ne t'endommagera rien à l'intérieur de ton corps. Eh bien, on est un peu dans le même principe avec l'excentrique. Enfin, le fait de freiner sur une période très courte, ça va plus te faire absorber du coup de l'énergie pendant un temps court, et en plus sur des grandes longueurs musculaires, parce qu'en règle générale, quand tu es en excentrique, avant de repartir en concentrique, eh bien tu es sur des grandes longueurs musculaires, hein. C'est rare, je crois même que c'est impossible, je ne l'ai pas modélisé dans mon esprit, mais je pense que c'est impossible d'être en fin de phase excentrique sur des courtes longueurs musculaires. Enfin bon, dans l'idée donc, c'était quelque chose sur lequel j'étais très enthousiaste, et là je vois que ils ont testé ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des gens, et grosso modo ils leur ont fait faire, alors avec 30%, 50% et 70% de l'ARM sur du développé couché et du squat, et bien ce protocole là, donc tout simple, de dire on va faire un excentrique rapide, et on va freiner tout à la fin du mouvement avant de repartir en concentrique. Et on va voir ce que ça donne en termes de force. Il faut du coup se dire que ils ont testé ça. On pourrait se dire oui, mais d'un point de vue mécanique, ça faisait sens, etc. Mais en fait, ils ont testé ça en termes de production de force. C'est-à-dire qu'un mécanisme physiologique aurait totalement pu l'empêcher. On aurait totalement pu avoir un truc qui dise non, en fait on peut pas avoir cet excentrique là qui se passe, parce que déactivation de je sais pas quelle fibre musculaire et tout, enfin voilà. Il semblerait que ça fonctionne. Alors je sais plus, parce que j'ai lu ça depuis un petit moment, je sais plus exactement ce qu'ils ont utilisé pour tester ça. Attends, je vais retrouver. En plus, c'est une étude que j'ai pas d'une façon extrêmement claire sur mon ordi. Tac, tac, tac. Ils disaient que, enfin, ils ont testé ça avec. Il faut que je le retrouve dans les méthodes. Ah, c'est chiant, c'est super chiant. Tac, tac, tac. Ils ont fait ça avec un encodeur rotatoire et un. Ouais, c'est pas avec de l'EMG, donc du coup qu'ils l'ont fait, c'était avec un. En gros, ils ont simplement mesuré les forces, hein. Grosso modo, c'est ça. Bref, désolé du petit. Mais bon, grosso modo, ils auraient très bien pu en fait avoir des forces qui
qui ne correspondait pas parce que ça pouvait être empêché par un mécanisme physiologique. Donc ça fonctionne a priori, on avait des raisons quand même de penser que ça le fait parce qu'on ne s'arrête pas de forcer d'un seul coup quand on fait de l'excentrique rapide. Ça fonctionne bien à 50 et 70% de l'ARM, mais semblerait que ce soit pas assez lourd à 30% de l'ARM. Donc voilà, il faut que ce soit quand même dans des loads modérés, ça tombe bien, c'est ce qu'on utilise en règle générale pour faire de la muscu. Des séries de, on va dire, 50% de l'ARM, on doit être peut-être sur 15-20 reps, et 70% doit plutôt être sur 12, quelque chose comme ça. Un peu moins, non, 12, 80%, ce serait plutôt 10. Donc, bref. C'est donc du coup le même principe que la flywheel. La flywheel, c'est un peu le même style, donc la roue d'inertie, et qui est vachement utilisée pour ça en ce moment. Donc très prometteur. Il faut voir cependant si ça se transpose vraiment en hypertrophie. C'est-à-dire que ça, bon bah voilà, on voit qu'on peut faire plus de choses, ça fonctionne bien pour la flywheel. La flywheel provoque légèrement plus d'hypertrophie suivant certaines modalités, parce qu'on fait travailler sur des plus grandes longueurs musculaires, et un peu plus de force sur des plus grandes longueurs musculaires. Tout ça c'est super. Mais est-ce que cette méthode-là, en question, ça marche bien pour de l'hypertrophie à long terme? On ne sait pas trop. Surtout que bon, bah peut-être que ça peut fonctionner parce que c'est un nouveau stimulus. Et peut-être que ça fonctionne pas mieux que les autres en fait si tu enlèves ce côté nouveau stimulus. Donc on ne sait pas trop comment ça va se transcrire, mais les résultats sont prometteurs. Et il semblerait donc du coup si ça marche sur le bench et le squat, que ça marche à la fois pour le haut et le bas du corps. Donc c'est peut-être quelque chose qui est généralisable à tout le corps. Ce sera plus facile à mettre en place donc du coup avec des poids libres. En fait, ce sera même à mettre en place que avec des poids libres. Mais du coup, ce qui est cool, c'est qu'on peut faire quand même plein d'exercices avec les poids libres, donc on peut potentiellement le mettre en place pour beaucoup de muscles différents. Voilà, à suivre, mais très encourageant. Et sur ce, prends soin de toi, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.